c'est Mélie et Mélo. Aujourd'hui, on va vous parler de La Passe Miroir, tome 1 et tome 2, qu'on a lu avec beaucoup de plaisir. Alors, c'est deux livres écrits par Christelle Dabos. Pour le tome 1, il a été publié en 2013 et pour le tome 2 en 2015. Pour commencer, on va vous parler du style d'écriture. Dans ce livre, vous allez trouver une écriture très fluide, un très joli style. Et le plaisir qu'on a eu à le lire, je pense, est en partie dû au fait que l'auteure est française. Du coup, on n'est pas du tout passé par de la traduction. Donc c'est les mots qu'elle a choisis, avec les nuances qu'elle a choisies. Et ça, c'est vraiment super sympa. Christelle Dabos a notamment adapté ses dialogues à ses personnages. Un peu un langage d'argot au final pour caractériser bien les personnages et leur culture. Vous allez trouver de très très jolies descriptions qui vont vous permettre de plonger dans un univers d'une originalité géniale. Comme on est toutes les deux d'accord sur ce qu'on vient de vous dire au sujet de l'écriture, je pense qu'on n'a pas grand chose à rajouter. Donc maintenant, je vais laisser Mélo vous présenter l'univers dont vous avez un aperçu avec les couvertures. Couvertures qui sont magnifiques d'ailleurs. Elles laissent percevoir une très bonne idée de l'univers, donc du coup avec des terres qui flottent dans le ciel, qui sont séparées les unes des autres, donc ça s'appelle des arches. Sur chacune de ces arches, il y a un esprit de famille qui est un peu comme un dieu pour l'arche, qui possède un pouvoir particulier à chaque fois. Chaque arche a un climat particulier, a des maisons particulières, une culture particulière, qui nous plonge à chaque fois dans un univers différent à chaque fois qu'on passe d'une arche à une autre. Dans le tome 1, on n'a pas beaucoup d'informations sur ces arches. On comprend qu'elles ont explosé, qu'avant c'était une seule terre et qu'il y a eu une sorte de grande déchirure, mais on n'en apprend pas plus. Pareil, on n'en apprend pas énormément sur les esprits de famille. On connaît le visage qu'ils ont, leur pouvoir, etc. Mais on n'en sait pas trop, on connaît pas leur passé. Alors que dans le tome 2, ça devient beaucoup plus intéressant parce que on nous en dévoile un petit peu plus. En parlant des esprits de famille, donc leur pouvoir particulier, ils le donnent à leurs descendants, qui sont les personnages qu'on va rencontrer. Et on a trouvé ces pouvoirs vraiment très très originaux. C'est pas juste des pouvoirs lambda, ça passe par quelqu'un qui est capable de passer par les miroirs, de lire des objets, donc d'en ressentir les sentiments des gens qui ont touché ces objets en fait. Il y a aussi des mirages, donc eux ils peuvent créer des illusions. J'ai adoré les animistes en fait. Ça, c'est ce que j'ai trouvé le plus original. Ce sont des personnages qui qui transmettent toutes leurs émotions aux objets qui les entourent. C'est-à-dire qu'ils les contaminent en fait, et c'est comme ça qu'il y a des objets qui se mettent à bouger parce qu'ils sont excités, genre une salière qui se met à sauter sur la table ou un tabouret qui fait la gueule et qui s'en va quand on s'assoit quoi. C'est vrai, ça rajoute une petite touche d'humour. En ce qui me concerne, un autre pouvoir que j'ai beaucoup aimé, c'est le pouvoir des mirages dont Mélo vous a parlé. Donc le pouvoir des mirages appartient donc à la lignée de l'arche du pôle sur lequel Ophélie doit se rendre pour se marier. Et donc elle atterrit dans un monde où quasiment rien n'est réel. Et donc ça entraîne une perdition déjà d'Ophélie et puis ensuite du lecteur derrière Ophélie. Les gens du pôle vivent dans des maisons qui sont magnifiques, somptueuses, mais on découvre qu'en fait c'est juste des illusions. Des fois les murs peuvent être même moisis, les meubles, je sais pas dans quel état ils sont au final, et moi je me suis posé la question si c'était pas un peu pas très hygiénique, parce qu'au final tu te couches ou tu te laves dans des endroits qui sont pas très propres et tu sais pas en vrai à quoi ils ressemblent. Maintenant on va vous parler des personnages, donc des personnages hauts en couleur. Il y en a énormément, ils sont très bien décrits. Donc on commence par des gens vivant sur Anima. Donc c'est eux les animistes avec les objets qui bougent en fonction de leurs humeurs, la passe miroir, les liseurs, ils vivent sur Anima. C'est des personnages aussi qui sont très spontanés en fait. Ils n'hésitent pas à dire ce qu'ils pensent, mais ils sont aussi très, très chaleureux les uns envers les autres, ce qui marque une coupure avec les gens du pôle qui, eux, sont très froids, très cassants, ils sont fourbes, ils sont avides de pouvoir, ils ne montrent pas ce qu'ils veulent réellement. Ils essayent d'arnaquer, de s'arnaquer les uns les autres, c'est une ambiance complètement différente. Donc tout d'abord, Ophélie, donc la personnage principale. Dans le résumé, on découvre une jeune fille pas vraiment très jolie, elle est myope, et ce qui est vraiment bien, c'est que en général, dans les livres de fantasy, quand il y a une héroïne comme ça qui est pas très belle au début, au final on découvre qu'elle est sublime et que c'est juste qu'elle se sent pas belle,
Et là, c'est différent. Non, Ophélie, elle restera myope tout du long. Elle restera une fille banale et avec des pouvoirs intéressants, certes, mais c'est pas une élue. Elle a pas un destin qui pèse sur ses épaules. C'est juste une fille qui va devoir se marier et dont on va suivre les péripéties. Et ce qui est très bien avec Ophélie, c'est qu'au début, on n'a pas l'impression qu'elle est très attachante, mais en lisant le livre, on se rend compte que. Enfin, moi, j'ai pas eu le sentiment en lisant le résumé, en tout cas, c'est peut-être pas pareil pour Mélie, mais. Euh, on a l'impression qu'elle n'est pas très attachante, mais au final, en lisant le livre, on se rend compte que c'est une fille qui a du caractère, qui est très très intéressante, et même si elle est myope, on apprécie vraiment ses aventures. Donc vous l'aurez compris, Mélo a une dent contre la myopie. Je suis myope, je n'ai rien contre les myopes. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé Ophélie telle qu'elle était présentée dans le résumé, et j'ai encore plus aimé la découvrir dans le livre, dans son évolution, dans la façon dont elle arrive à vivre au pôle, comment elle s'adapte, comment elle se bat en fait, comment elle se fait sa place. Assez parlé de Félix, donc maintenant on va vous parler d'autres personnages qui nous ont beaucoup plu. Notamment son oncle. Bon, malheureusement, dans le tome 1, on n'entend pas beaucoup parler. C'est un peu le personnage jovial, qui lui lance des petites piques comme ça, qui l'aide à avancer. Ouais, un peu. Il est un peu toqué, je trouve. Ouais. Il a vraiment une petite touche qui rajoute un petit plus. Bon, dans le tome 2, on n'entend pas beaucoup plus parler. Il fait quelques petites apparitions, mais on apprécie beaucoup ses apparitions. On peut aussi vous parler de la tante Roseline. Alors, la tante Roseline, c'est un personnage qui va jouer les chaperons pour Ophélie pendant toute la durée de ses fiançailles. Donc il va la suivre et on se dit tout de suite, mais quel rabat-joie, c'est pas possible, vraiment. Et en fait, on va découvrir pareil une forte tête qui est vraiment prête à tout pour aider sa nièce, pour la soutenir. Elle va apprendre à prendre sur elle, à se taire et tout ça pour sa nièce. Et on la trouve finalement très attachante. Ouais. Comme autre personnage qui au début se révélait pas forcément attachante mais qu'à la fin on apprécie beaucoup, c'est Bérénilde. Donc Bérénilde c'est la tante de Thorn. Donc Thorn c'est le fiancé d'Ophélie, on n'en a pas encore parlé. Pourtant c'est un personnage très très important aussi. C'est sa tante et au début elle est très 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 gentille avec Ophélie, donc elle paraît même trop gentille au final, ça cache peut-être quelque chose. Et donc au début on sait qu'elle est très belle, mais c'est une beauté froide et distante. Et au final, on en découvre de plus en plus sur elle et on se rend compte qu'elle cache un caractère très très intéressant et on a envie d'en apprendre plus. On vous a parlé de sa tante avant de vous parler de Thorn, mais ça y est, on arrive à Thorn. Donc, le fiancé d'Ophélie, donc on pourrait se dire a priori le deuxième personnage le plus important de l'histoire. Dans le premier tome, on va découvrir un homme très froid, très 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 distant, qui en fait nourrit des dessins assez sombres mais dont il ne dévoile rien. On sait même pas, on sait pas ce qu'il veut et on sait pas si lui-même sait ce qu'il veut au final. Ouais, il le cache tellement bien qu'on reste un peu dans le vague. Même Ophélie reste dans le vague, elle danse d'un pied sur l'autre, elle sait jamais trop dans quel sens aller et c'est pour ça que elle a dès le départ la bonne idée, c'est je n'aimerais pas Thorn, voilà. Ce qui est très très intéressant et ce qui change des autres livres pour des autres livres jeunesse, c'est que leur relation va évoluer. Donc au début, elle est très froide, très distante. Aucun des deux ne veut se marier avec l'autre. Et ça va pas devenir quelque chose de niais où ils vont se rendre compte qu'au final ils s'aiment beaucoup, ils vont se faire plein de bisous et plein de déclarations. Non, ça va évoluer petit à petit et ça va prendre une tournure beaucoup plus réfléchie. On va finir avec Renard et Gaël, qui sont des personnages qu'on découvre vers le milieu du tome 1 et qui continuent à nous suivre dans le tome 2. Donc c'est des personnages qui changent beaucoup parce que c'est des domestiques en fait. C'est des personnages qui vont aider Ophélie et qui, parmi ce monde froid et cruel, va donner à Ophélie la possibilité de s'en sortir en fait. Pour ma part, j'aimerais rajouter une petite mention spéciale pour Archibald. Donc, outre le fait que j'aime beaucoup le prénom Archibald, j'aime bien. En fait, de tous ceux qu'on a croisés et qui sont déjà bien gratinés, on a l'impression que c'est le personnage qui a le moins de morale. Donc on dirait que c'est le personnage le plus calculateur de toute l'histoire. Alors qu'en fait, finalement, c'est peut-être celui qui va jouer le plus franc jeu avec Ophélie et qui va être le plus à même de lui dire ce qui se passe et de lui dire la vérité. Ce que j'ai bien aimé avec lui aussi, il est hyper provocateur et c'est peut-être une façon pour lui de lutter contre ce système de riches où tout le monde applaudit à tout ce que l'esprit de famille dit. Il s'habille le plus mal possible avec les vêtements troués, pas rasés, des chapeaux, enfin bref,
Il s'habille n'importe comment alors qu'il vit dans des espaces absolument somptueux. Et, Ça fait un qui drague décalage. toutes les femmes qui croisent aussi. Et pour finir, on va vous parler de la différence entre le tome 1 et le tome 2. Donc déjà, le tome 1 et le tome 2 sont écrits avec la même beauté, la même fluidité. On apprécie autant lire l'un que l'autre. On sent qu'il y a une évolution dans le tome 2, donc le tome 1 est un peu comme une présentation, une mise en bouche au final de l'univers. Et dans le tome 2, les personnages se précisent, on a plus d'informations sur l'histoire et le passé. Et ça devient également un peu policier, il y a beaucoup plus de suspense. La fin du 2 est juste formidable, on vous en dit pas plus. Les personnages, même si on en apprend plus de choses, ils restent très secrets, il y a toujours une espèce d'opacité autour d'eux, de mystère et de secret. Voilà. On sait jamais auquel se fier, ils sont tous un peu malfaisants. C'est vraiment... Thorne le dit à Ophélie dès le début du tome 1, ne vous fiez à personne. On découvre très vite déjà qu'il a entièrement raison. Hein. Et ensuite ça poursuit dans le tome 2. Ces romans-là, on les a dévorés. Je sais pas... Même pas 2 jours, on les a finis. Ouais. J'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter et à me dire voilà, c'est fini, il faut aller faire autre chose. On a tellement hâte, mais tellement hâte que le tome 3 sorte. Donc d'un côté, en ce qui me concerne, je suis un peu déçue de découvrir ce roman que maintenant. Et en même temps, je me dis, moi j'ai eu la chance de ne pas attendre le tome 2. Il était déjà dans ma palle, j'ai pu enchaîner tout de suite. Et en plus, on aura le tome 3 entre les mains d'ici seulement quelques jours. Donc autant vous dire ça va aller très très vite. Ce qu'on redoute le plus, c'est l'attente du tome 4. Voilà. Encore 2 ans, donc on va imaginer, attendre jusque 2019, dur. Ça va être très dur. On est très très contente que l'auteur ait gagné le prix Gallimard qui lui a permis d'être publié et de nous faire découvrir un univers aussi formidable. En parlant de ce prix Gallimard, donc, le concours s'appelle Concours Premier Roman Jeunesse. Je me suis laissée tenter et je me suis dit, vu le lauréat de la première édition, le lauréat de la deuxième doit être vraiment pas mal non plus, et du coup je l'ai acheté. Donc, il s'agit des mystères de Larry Spem, et que je vais découvrir avec autant de plaisir que les fiancés de l'hiver, j'espère. Sur ce, on va vous laisser. Si vous n'avez pas encore commencé la série de la passe miroir, malgré tout le bien que vous en avez entendu sur Booktube et que vous en avez lu sur les blogs, eh bien, n'hésitez pas, allez-y, il est encore temps. Vous pouvez aller lire les articles qu'on a écrits, donc il y en a 2, un pour chaque tome. Les liens sont dans la description. On vous souhaite une très bonne lecture, on espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine. Bye! À bientôt!